Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et Matthew se joint à nous pour parler de l'actualité mondiale. Accueillons Matthew. Merci Nima, ça fait plaisir de te voir. Et commençons, Matt, par l'escalade au Moyen-Orient. Oh, je pensais qu'on allait d'abord évacuer la folie et parler de Hegseth. Oui, parce que cela est lié à ce que je vais revenir à la question principale. Mais en regardant ce qui se passe au Moyen-Orient et la Réunion, parce que beaucoup de gens, quand je parle avec des gens ici au Brésil, des gens en dehors du Brésil, ils ont le sentiment qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé aux États-Unis avec Pete Hegseth et Donald Trump, discutant avec des généraux, des amiraux, et ce qui se passe par rapport au conflit en Ukraine et au Moyen-Orient. Comment reliez-vous cela? Est-ce lié à ces questions de politique étrangère pour les États-Unis, ou est-ce quelque chose de domestique lié à ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis? Eh bien, bien sûr qu'ils sont liés. Je veux dire, ce sont les mêmes personnes, non? Vous avez un narcissique à la tête de ce pays qui est déséquilibré. Il est à la dérive dans le sens où il n'a aucun principe, si ce n'est ceux qu'un narcissique ou un mégalomane choisirait d'adopter. En ce sens, c'est un nihiliste qui se donne en spectacle, n'est-ce pas? Voilà qui dirige ce pays. Et puis, quand on regarde qui sont ses conseillers, ce sont des hommes et des femmes qui ont accédé au pouvoir parce qu'ils sont d'excellents sycophantes. Ils sont incroyablement loyaux. Ce sont vraiment de très bons porte-paroles. Ils iraient jusqu'au bout du monde pour clamer le nom de Donald Trump. Ou bien, ce sont des hommes et des femmes qui sont arrivés au pouvoir parce qu'ils sont des escrocs et des criminels, tout comme leur chef. Ou encore, ce sont des hommes et des femmes qui ont réussi parce qu'ils ont su gravir les échelons dans un écosystème économique, médiatique et politique truqué et corrompu comme celui que nous avons ici. Donc, quand on regarde les personnes qui dirigent ces politiques et qu'on ajoute à cela l'inertie propre à un empire, sans parler d'un empire en déclin, en échec, en train de mourir comme les États-Unis, il ne faut pas s'étonner du type de décisions et de politiques qui en résultent. Même ce spectacle de lundi, où Donald Trump a forcé Netanyahou à téléphoner à l'émir du Qatar pour s'excuser, puis à publier des photos de l'événement. Tout cela relève d'un comportement puéril, immature et tyrannique que le reste du monde observe. Et même si beaucoup souhaitent voir Netanyahou remis à sa place, il ne l'est pas, pour une raison autre que le fait que les Qataris ont offert au président des États-Unis un avion d'une valeur d'un demi-milliard de dollars. Tout cela, encore une fois, est sans fondement. C'est déséquilibré, c'est sans principe. Et donc, les questions que nous nous posons sur les raisons pour lesquelles ces choses se produisent au Moyen-Orient. Pourquoi ces choses se produisent-elles en Asie? Pourquoi ces choses se produisent-elles en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique? Nous venons de bombarder la Somalie aujourd'hui ou hier, pour la 80e fois cette année, n'est-ce pas? Le même jour où Trump fait un discours à Quantico sur les raisons de notre implication dans des endroits comme la Somalie, il a bombardé la Somalie 80 fois, rien que depuis qu'il est en fonction cette année. Donc, encore une fois, c'est déséquilibré, sans ancrage, sans principe. C'est du nihilisme de façade. Ce que nous vivons ici, ce dont nous sommes témoins, ce que nous devons endurer, c'est un jeu mené par des fous et des imbéciles. Matt, penses-tu que Donald Trump avec Pete Hegseth, ou le principal message de cette réunion selon toi, adressé aux généraux et aux amiraux, quel était-il? Qu'essayait-il de faire? Oui, je veux dire, les généraux étaient un accessoire. Il y avait clairement un aspect « mettez-vous en rang, voici nos nouvelles normes ».
beaucoup de coups de poitrine, beaucoup de bêtises machistes de la part de Pete Hegseth et Donald Trump. Mais ils étaient essentiellement un accessoire. C'était une opération de communication. Ce n'était rien qui devait vraiment arriver. Je pense que cela a été discuté encore et encore. Mais le fait qu'ils aient diffusé ça en direct, ces généraux, amiraux et hauts gradés auraient pu le regarder comme vous et moi. Donc, la mise en scène, évidemment, est tellement importante pour ces gens-là, non? Pour Hegseth, dont l'intérêt principal est l'image, l'intérêt principal de Hegseth, c'est l'apparence, n'est-ce pas? Et quand on regarde tous les décrets qu'il a proposés hier, dont certains sont incroyablement dangereux, comme la restructuration de l'inspection générale, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mais cela ne fait que partie d'un plan plus vaste qu'ils ont pour s'approprier l'armée, pour en faire une armée qui leur ressemble, qui partage leurs convictions et qui leur obéira totalement. Cette administration et les personnes du côté de la sécurité nationale, du côté de la sécurité intérieure aussi, tout le monde, je ne devrais pas faire de distinction entre eux. Ils n'ont aucune crainte à l'idée d'exclure les minorités et les femmes de l'armée américaine, même si celles-ci représentent, je crois, environ 35 ou 40%, voire plus, des effectifs militaires américains, car ils préfèrent une armée américaine pure, une armée blanche, patriarcale et chrétienne, qu'ils estiment obéissante, qui correspond à leur vision et à leur conception du monde, plutôt qu'une armée composée de femmes et de minorités, et donc souillée ou impure. Vous pouvez imaginer certains des termes que ces personnes utilisent pour décrire une armée diversifiée. Il y a donc cet aspect-là. Mais il s'agissait aussi en grande partie de poursuivre la diffusion des opinions et des politiques de cette administration, de ce régime. Alors vous savez, regardez ce qui s'est passé hier. Vous aviez ce commandant en chef, encore une fois, qui est le président, se soumettre devant un narcissique, un secrétaire à la guerre, comme il faut désormais l'appeler, qui ne se préoccupe que de l'image et de l'apparence. Et puis, il y a ce théâtre de centaines de généraux, d'amiraux, de sergents-majors, de Command Master Chiefs, etc., qui sont là, assis en silence et obéissants, pendant que le président déclare que les prochains champs de bataille nécessaires pour l'armée américaine seront les villes américaines. Et il n'y a eu aucun mot depuis la fin de ce président. Alors que nous avons vu l'armée américaine être utilisée pour tuer des gens de manière extrajudiciaire, pour aider à la détention, à la brutalisation, à l'arrestation de citoyens américains et de réfugiés résidents et résidents légaux, devrais-je dire, sans qu'un mot ne soit prononcé à ce sujet, vous savez, laissant tout cela se poursuivre sans rien dire. Ainsi, lorsque le président a dit hier à ses assemblées, à certains officiers et sous-officiers supérieurs, si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il se lève et parte. Personne ne s'est levé ni n'est parti. Et je ne pense pas que beaucoup d'entre nous en soient surpris. Donc, cette idée qui circule sur les blogs et les podcasts de l'Amérique progressiste, selon laquelle l'armée américaine va, d'une manière ou d'une autre, faire ce qu'il faut et s'opposer à Trump. Eh bien, peut-être que ça ferait un bon livre ou une bonne série télévisée. Mais montrez-moi les preuves qui vous font croire cela. Parce que nous avons vu hier, nous avons vu des centaines de ces hommes et femmes qui sont restés assis et ont écouté un président qui a déjà utilisé l'armée américaine pour mener des actions illégales, criminelles, brutales, troublantes contre le peuple américain et des résidents légaux, et qui n'ont rien fait pour s'y opposer. Vous savez, ce sont des hommes et des femmes qui sont restés les bras croisés pendant que le président des États-Unis renvoyait leurs pères, généraux et amiraux, pour aucune autre raison que la politique, la race ou le sexe. Ils ont tout regardé sans rien dire. C'est là que réside le véritable danger. Et ces hommes et ces femmes au pouvoir, hier c'était Trump et Hegseth, mais on peut étendre cela
à Norman, Bondi, n'est-ce pas? On peut aussi l'étendre à Rubio et Miller, à qui vous voulez dans l'administration. Ce sont des hommes et des femmes qui sont des sadiques. Ils aiment le pouvoir et sont grisés par l'idée d'humilier, de contrôler ou de détruire les autres. Donc, le fait que tout cela existe, que vous rassembliez les éléments et que vous voyez où nous en sommes arrivés, et que vous constatiez ce qu'ils menacent de faire, ce qu'ils disent vouloir faire, y compris la publication de mémorandums sur la sécurité nationale, comme l'a fait le président l'autre jour, ordonnant que l'ensemble des efforts de lutte contre le terrorisme aux États-Unis dans toute l'administration, y compris l'armée américaine, soient dirigés contre les personnes qui critiquent tout ce qu'il apprécie, pour résumer. Parce que la liste est, si vous êtes considéré comme anti-guerre, anticapitaliste, d'une quelconque manière anti-américain, contre les valeurs familiales. Enfin, la liste de ceux qui sont désormais considérés comme terroristes par ce gouvernement est assez longue. Eh bien, nous vivons vraiment une époque incroyable, et ce sont des temps très graves. Matt, dans quelle mesure ce qui se passe dans l'affaire du Venezuela est-il lié à l'obsession de Rubio pour cette région du monde, pour le Venezuela-Cuba? Quelle part de cela vient directement de Trump lui-même? Beaucoup de cela vient de Trump lui-même, de son entourage, ainsi que de l'establishment de la sécurité nationale, de l'élite de la politique étrangère, des industries des combustibles fossiles et de la banque. Bien sûr, l'idée que le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole, et certains peuvent minimiser en disant « Oui, mais c'est ce pétrole lourd et sale, peu importe », je veux dire, ce sont les plus grandes réserves. Ils vont le raffiner et en tirer profit. Tout cela est bien réel. Maintenant, Rubio, pour répondre à ta remarque, Nima est obsédé. Il est obsédé par le Venezuela. Il est obsédé par Cuba. Tu sais, sa famille vient de la région. Sa famille a fui le dictateur, notre homme à la Havane, Batista, n'est-ce pas? Avant que Castro et les siens ne prennent le pouvoir. Donc Rubio est la bonne personne, au bon moment et au bon endroit, pour mener à bien cet effort qui dure depuis des décennies maintenant. Je veux dire, depuis que Chavez est arrivé au pouvoir. Donc c'était quoi? 99-2000. C'était quand? Ça remonte à un moment déjà. Et on a vu des tentatives de coups d'État successives, aussi bien sous des administrations républicaines que démocrates. Et encore une fois, il y a un anticommunisme latent là-dedans. Il y a un lien culturel et historique américain latent à ce sujet, non? Oh, les communistes, il faut être contre. Si tu es un bon Américain, tu dois être contre le communisme. Donc il y a cette facilité politique à s'y opposer. Mais je pense que la plupart de cela vient du fait que nous ne contrôlons pas le Venezuela, que leurs dirigeants nous narguent. Ils ne saluent pas et ne se mettent pas en rang comme beaucoup dans la région le font et l'ont fait, parce que nous avons une longue histoire, des siècles, à imposer notre volonté en Amérique latine, dans l'hémisphère occidental. Je veux dire, cela remonte à la doctrine Monroe. Donc cette idée que depuis plus de 200 ans, nous avons dit, c'est notre hémisphère, tout le monde reste dehors, et nous l'avons plus ou moins contrôlé de bien des façons. C'est pour cela que nous avons réagi de façon si démesurée quand Castro a renversé la dictature. D'abord, c'était un communiste. Ensuite, c'était notre homme, nos industries, nos riches, notre classe dirigeante qui ont beaucoup perdu quand Castro a pris le pouvoir et que les communistes ont pris le pouvoir là-bas. Mais en grande partie, c'était aussi la répulsion, l'affront, la honte que les Américains ont ressenti en perdant le contrôle de leur hémisphère. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de cela, vous voyez. Je veux dire, il y a d'autres choses dans cette histoire qui font saliver Washington, D.C., pas seulement les républicains, mais aussi les démocrates dans l'ensemble, à propos du Venezuela. Et Rubio s'est positionné, et c'est ce qu'il voulait.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions cette année, alors qu'on a vu quelqu'un comme Steve Witkoff reprendre beaucoup des fonctions que normalement on supposerait être celles du secrétaire d'État. Et je pense que ça a toujours été comme ça. Rubio veut juste l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Il s'implique quand il le faut. Et c'est clairement un néoconservateur, donc il s'inquiète de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres sujets. C'est un sioniste, tu sais. Mais je veux dire, sa principale préoccupation, ce qui l'empêche de dormir la nuit, j'en suis sûr, ce qu'il lit, les vidéos qu'il regarde, concerne l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Il s'est donc arrangé pour se trouver au bon endroit au bon moment, dans une administration qui, également dans une perspective plus large, comme nous le voyons, je crois, Nima, a peut-être compris maintenant que Trump n'obtiendra pas la Russie et d'autres à Washington, D.C. Qu'éloigner la Russie de la Chine n'arrivera pas, n'est-ce pas? Mais il y a, vous savez, ce sentiment de « d'accord, peut-être que nous n'avons pas besoin de la Russie ». Peut-être qu'il se disait « la Russie a tellement de choses, entre leur pétrole et leur gaz, toutes les autres ressources qui sortent de leur sol. La Russie les possède. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'eux. Peut-être qu'alors que ce monde multipolaire prend forme, nous devrions simplement nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment gérer. » Donc, nous allons commencer à conclure des accords. Nous allons commencer à nous aligner sur les Européens. Ils vont suivre notre position sur l'Iran. Nous allons suivre la leur sur l'Ukraine. Nous allons garder ces États vassaux avec nous. Vous savez, ils sont creux, vides, pathétiques et faibles. Mais nous garderons les Européens à nos côtés, parce qu'au moins, cela compte pour le nombre sur la carte, ou l'échiquier, ou dans la colonne, ou peu importe. Plus important encore, si nous obtenons le Venezuela, puis le reste de l'Amérique du Sud, avec tous les minéraux et métaux qui s'y trouvent, alors nous n'aurons plus autant besoin de ces autres parties du monde que nous le pensions. Et nous pourrons continuer à avancer avec confiance dans notre propre bloc pour affronter les autres blocs dans ce monde multipolaire. Matt, penses-tu que le plan de paix proposé par Donald Trump soit lié à la situation de Netanyahou en Israël? Parce que je ne vois rien de concret sortir de ce plan de paix. Netanyahou, lorsqu'il a dit en hébreu aux Israéliens qu'il n'allait pas se retirer de Gaza. Donc, s'il ne se retire pas de Gaza, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie le plan de paix pour d'éventuelles négociations? Donc, c'est juste mon avis. Mais je pense qu'il essaye d'aider Netanyahou sur le plan de la politique intérieure israélienne, car il y a beaucoup de pression sur Netanyahou à cause des otages, à cause des prisonniers. Cela pourrait en quelque sorte alléger la pression sur Netanyahou, parce que cela montre que le Hamas n'est pas disposé à négocier. Donc il faut se battre. Il faut continuer ce combat contre les Gazaouis. Quel est ton avis là-dessus? D'accord, voilà. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, immédiatement après l'annonce de cette chose, on ne peut même pas dire qu'elle a été signée. Et le spectacle que cela a donné, n'est-ce pas? Et la naïveté des médias occidentaux à décrire cela comme un accord de paix, alors qu'il ne s'agit qu'une déclaration de deux puissances contre une autre, disant « voilà ce que nous avons l'intention de faire ». Je veux dire, le Hamas n'avait même pas vu ce document avant la fin de la nuit de lundi, plusieurs heures après l'annonce de sa mise en œuvre. Mais ensuite, bien sûr, pour que Netanyahou, comme tu l'as dit, se retourne immédiatement et déclare « non, nos troupes ne partiront pas », ainsi que « non, il n'y aura pas d'État palestinien ». Et puis, quand on lit le texte de cet accord, et de nombreuses personnes l'ont déjà commenté et démonté, on constate son imprécision, son manque de détails. Et s'il y a des garanties, elles ne concernent que les Israéliens. Il n'y a aucune garantie pour les Palestiniens.
Les Israéliens et les Américains détiennent en réalité un droit de veto pour arrêter ce qui se passe à tout moment. Je veux dire, la mascarade, la farce de tout cela. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que cela ait été annoncé après ce qui s'est passé la semaine dernière, avec toutes ces nations qui ont reconnu la Palestine, le Royaume-Uni, le Portugal et d'autres pays occidentaux. Donc, bien sûr, le timing, et vous en avez vu les effets. Les Italiens, qui avaient un navire de guerre avec la flottille qui tente de briser le blocus de Gaza, qui, à ce que je comprends, alors que nous parlons, est en train d'être intercepté par la marine israélienne. Donc vous savez, bon vent, et que Dieu bénisse ces personnes là-bas. Mais le navire de guerre italien, qui était censé les escorter, ils l'ont fait revenir. Ils l'ont renvoyé. La discussion sur l'interdiction des Israéliens de participer au championnat de football, vous savez, cela a été abandonné. Et l'excuse donnée, je crois que c'était la FIFA ou l'UEFA ou peu importe, c'était « Eh bien, maintenant, il y a cet accord de paix. Nous n'avons plus besoin d'empêcher les Israéliens de jouer au football, n'est-ce pas? Parce qu'on a cet accord de paix. » Donc, ce qu'on voit là, c'est le but principal. C'est comme avec Trump et la haie, c'est une question d'image et d'apparence plutôt que de fond. Je veux dire, aujourd'hui, ou hier, pardon, Israel Katz, le ministre de la Défense, a tweeté. Donc, ce n'est même pas une déclaration qui aurait fuité. Voici ce qu'il a publié sur Twitter. L'armée israélienne a désormais achevé sa progression vers l'ouest à travers la bande de Gaza. Ils ont complètement coupé Gaza du nord au sud, de sorte qu'aucun Palestinien ne peut passer vers le sud sans franchir un poste de contrôle. Et ce que Katz affirme, c'est que tous les Palestiniens encore présents dans le nord seront considérés comme des terroristes ou des soutiens du terrorisme. En somme, il établit publiquement sur Twitter, sur X, une zone de tir libre pour la moitié nord de Gaza. Ce ministre israélien de la Défense déclare qu'ils appliquent désormais une politique dans le nord de Gaza, comme il l'avait fait auparavant en Irak. Mais il le dit sur Twitter, avec le culot de l'annoncer publiquement. Nous allons tuer tout ce qui bouge dans le nord de Gaza. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc tout cela est éclipsé par ce discours. Oh, il y a un accord de paix. Eh bien, ils ne le pensaient pas vraiment, ou blablabla. Vous comprenez? Donc en réalité, c'était un coup de communication. Un coup de communication réussi en termes d'utilisation en Europe et aux États-Unis. Et au final, cela n'aura aucune signification. Je pense que nous avons tous déjà vu ce scénario. Nous savons comment cela va se passer. Et ce qui est mis en avant maintenant, bien sûr, nous voyons les pays musulmans qui étaient censés avoir participé à l'élaboration de ce plan sortir et dire que ce n'est pas le plan sur lequel nous nous étions mis d'accord. Vous savez, ce n'est pas surprenant que ces types à Washington et à Tel Aviv aient changé d'avis après avoir rencontré les Turcs, les Saoudiens, les Pakistanais, les Qataris et tous les autres. Et puis, ils se retournent et disent « Oh, d'accord, on va faire comme ça. » Puis ils leur mentent et reviennent dire autre chose. Vous avez vu cette déclaration publiée par 8 de ces pays qui disaient qu'ils n'acceptaient pas l'accord de paix. Ils ont dit qu'ils saluaient les efforts du président, qu'ils étaient heureux de voir ce genre de choses progresser, et ils ont affirmé la nécessité d'un accord. Mais si vous regardez les déclarations des Égyptiens ou des Jordaniens, des Qataris, des Saoudiens, des Pakistanais, des Turcs, et vous savez de tous les autres, peut-être les Émiratis, il n'y a rien là-dedans qui dise « nous soutenons cet accord », n'est-ce pas? Donc oui, je pense qu'on va devoir supporter encore quelques semaines de désinformation médiatique sur le fait que le Hamas brise l'accord, ce qui sert essentiellement à couvrir les Israéliens pour qu'ils poursuivent leur génocide et leur nettoyage ethnique. Et nous verrons, comme on peut le comprendre dans ce qu'a dit Katz aujourd'hui, une poursuite de la destruction du nord de Gaza, dans la continuité de ce qu'ils essayent de faire depuis 2 ans.
Vous savez quoi? Quand on voit Donald Trump soutenir la participation de Tony Blair à l'accord, vous savez, Tony Blair est un symbole de mort et de destruction pour la région. Comment peut-on lui confier la moindre responsabilité? Cela a pourtant parfaitement du sens pour eux. Je veux dire, si tu vas à Washington, Nima, si tu viens aux États-Unis, je te retrouverai à DC. On ira à toutes ces conférences de think tank. Et si Blair est en ville, ou quelqu'un d'autre comme lui, tu verras comment il célèbre un homme comme ça. Tous les think tanks, les instituts, les universités, les éloges, la joie, l'adulation, ce sera écœurant, ce sera dégoûtant, tu en auras la nausée. Mais c'est comme ça qu'il voit. Il le considère comme un grand homme d'État. Il le voit comme l'une des figures clés, non seulement du XXe siècle, mais aussi du XXIe siècle. Je veux dire, c'est l'homme qui, je veux pas entrer dans les détails parce que je vais m'énerver et commencer à jurer. Mais tu vois, donc c'est pas, je pense que la résignation de voir Blair être inclus là-dedans est mieux exprimée par la réaction de George Galloway quand il a vu ça. Il a juste tweeté. Galloway a tweeté. Voilà, putain, tu vois, dans le sens de, bien sûr. Et je suis sûr que tout comme les Américains vont probablement proposer un accord de paix pour l'Ukraine et confier la gestion à Victoria Nuland. Vous voyez quelque chose dans ce genre? Je pense que c'est pareil, Matt. Ce qui se passe avec l'administration Trump ressemble en quelque sorte à la situation que nous observons au Royaume-Uni. Vous savez, ils font de la répression. Regardez simplement ce qui est arrivé à George Galloway. Comment peut-on... Il n'y a aucune raison à cela. Il n'y a pas de place pour un tel comportement de la part du gouvernement. Quand on fait cela à George Galloway, imaginez simplement ce que les gens ordinaires là-bas doivent ressentir vis-à-vis du gouvernement. c'est tout l'objectif, les intimider pour les réduire au silence. Vous savez, ici aux États-Unis, nous avons des policiers en civil dans nos rues. À ma connaissance, nous ne les avons pas encore vus ici en Caroline du Nord. Mais il est certain que nous avons des policiers en civil qui parcourent les rues des États-Unis, arrêtant toute personne qu'ils estiment être en situation irrégulière selon leur propre définition. C'est une atteinte. Voilà ce que nous avons actuellement aux États-Unis. Exactement le type de gouvernement contre lequel nos fondateurs nous avaient mis en garde. Quant aux Britanniques, ils subissent la même chose. Vous voyez la popularité de leur gouvernement. Je viens de voir le bandeau d'informations aujourd'hui. Keir Starmer est désormais le premier ministre le plus impopulaire de toute l'histoire britannique enregistrée. Je veux dire, ils ont eu beaucoup de mauvais premiers ministres. Tu vois? Donc pour en arriver là, mon Dieu, ces types, Starmer, Macron, Scholz, tu sais, ils font passer nos politiciens ici pour des célébrités. Mais c'est parce qu'ils ont adopté ces politiques qui ruinent leur peuple. Et que tu viennes de la droite ou de la gauche, tu as vu ces politiques centristes, néolibérales, qui sont maintenant aussi fortement militaristes et qui misent sur le fait de s'attacher à un empire mourant tout en essayant de ressusciter les empires morts depuis un siècle qu'ils étaient autrefois. Et la conséquence, bien sûr, c'est que leur population perd l'accès aux soins de santé, que les gens ne peuvent plus se chauffer, que leurs industries s'effondrent. Et qu'il n'y a pas d'avenir pour leur peuple, leurs enfants et leurs petits-enfants. Et encore une fois, que l'on aborde la question depuis la gauche ou la droite, c'est la compréhension, parce que c'est la compréhension correcte de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. La crise migratoire sur laquelle les gens veulent pointer du doigt, d'où vient-elle? D'où viennent ces personnes? D'où viennent ces Syriens, ces Afghans, ces Irakiens? Pourquoi sont-ils allés en Europe? Parce que l'Europe participait aux guerres dans leur pays, guerres qui les ont déplacés et forcés à fuir. Et le fait qu'ils ne puissent même pas assumer la responsabilité ou rendre des comptes à ce sujet. Vous savez voir peut-être un député britannique, français,
Allemands ou Scandinaves se lever. Je veux dire, je sais que certains l'ont fait, mais dans l'ensemble, as-tu vu quelqu'un se lever et dire oui, la raison pour laquelle nous avons autant de réfugiés ici, c'est parce que nous participons au bombardement de leur pays. Je veux dire, as-tu vu ça? À part une poignée de personnes dans ce pays-ci ou ce pays-là, tu vois? Donc au final, ce à quoi ils s'accrochent, c'est cette relation avec les États-Unis. Ils s'accrochent au militarisme en espérant que cela détournera l'attention de leur population et leur donnera une sorte d'identité, parce qu'ils sont des premiers ministres en temps de guerre, des députés en temps de guerre, des présidents en temps de guerre, peu importe, qui uniront leur peuple et les forceront à les soutenir quoi qu'il arrive, à cause de l'ours russe ou autre chose. Matt, il semble que la guerre avec l'Iran va finalement éclater parce qu'il déplace beaucoup d'armes, des avions de chasse et des ravitailleurs aériens dans la région. Ressens-tu la même chose? Penses-tu que la guerre arrive? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour ma part, je ne pense pas que les États-Unis et Israël aient réussi à produire suffisamment de missiles THAAD, Arrow, SM-3, Patriot et autres intercepteurs, vous savez, ces missiles de défense aérienne, au cours des 4 derniers mois. Vous savez, nous avons tiré un quart de nos missiles THAAD pour des milliards de dollars en 12 jours, tout en sachant que les Iraniens n'attaquaient pas Israël à pleine puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les stocks de Patriot, les autres, les stocks de SM-3. Je veux dire, toutes ces choses que nous produisons, c'est une poignée par mois, et certaines une poignée par an. Je pense que les missiles SM-3, ils n'en produisent qu'une vingtaine par an. Donc ce sont des systèmes de défense aérienne très importants que nous ne pouvons pas reconstituer rapidement. Et cela sera, je veux dire, ils ont déjà vu de quoi Israël est capable en Iran. Nous avons aussi vu de quoi les Iraniens sont capables. Et l'idée qu'Israël puisse porter un coup décisif, non, ils ne le peuvent pas. Ils ont essayé. C'était une attaque surprise. Ils s'en sont sortis. Ils ont plutôt bien réussi. Ils ont tué beaucoup de chefs militaires. Ils ont failli tuer le président. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si cela arrivait, au fond, qu'est-ce que ça changerait? Vous savez, il y a eu une réunion la semaine dernière avec le président de l'Iran, en présence de nombreux de nos contemporains et collègues. Max Blumenthal était là, ainsi que Scott Ritter, le juge Napolitano, et d'autres, Jeff Sachs. Et vous savez, le président a été très clair sur le fait que les Iraniens sont préparés d'une manière qu'ils ne l'étaient pas au printemps, qu'ils ne seront pas pris par surprise et qu'ils sont désormais, selon les mots de Sachs, 5 à 6 coups d'avance en ce qui concerne chaque éventualité, n'est-ce pas? Donc il est clair que vous pourriez éliminer 5 à 6 niveaux en dessous du président iranien et ils auraient la capacité de maintenir leur gouvernement, n'est-ce pas? C'est la même chose avec leur armée. Je veux dire, c'est des notions de base, non? Dans l'armée, on t'apprend à pouvoir faire le travail du supérieur de ton supérieur, n'est-ce pas? L'idée, c'est que tu dois être capable d'occuper un poste 2 niveaux au-dessus du tien, parce que des gens peuvent être tués. Les Iraniens comprennent aussi que l'effet de leurs missiles commençait tout juste à se faire sentir contre les Israéliens et les Américains. Donc, pour les Iraniens, les Iraniens ont eu cet effet sur les Israéliens et les Américains. Ainsi, pour les Iraniens à l'avenir, l'idée, selon moi, serait d'allonger tout conflit, d'étirer le conflit afin d'épuiser les stocks de missiles de défense aérienne des Israéliens et des Américains pour qu'ils deviennent alors vulnérables. Nous avons vu que les Israéliens ne peuvent pas porter un coup décisif en une seule attaque, ce dont ils auraient besoin. Nous l'avons constaté. Une guerre prolongée joue contre les Israéliens et les Américains. Les Iraniens ne veulent pas s'engager dans cette voie.
Mais je pense qu'ils ont suffisamment appris au cours des 4 derniers mois pour faire mieux que la dernière fois. Il est certain que les dégâts subis par les deux pays seraient énormes. Et vous savez, je ne sais pas avec les Israéliens. Tout cela est très raisonnable et logique, ce qui vient d'être dit. Mais ce n'est pas ainsi que sont les Israéliens, ni les Américains d'ailleurs. Vous savez, vous n'avez pas Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, qui dit « Dieu pourvoira ». Tout comme vous manquiez d'huile pendant Hanouka, nous manquons de missiles THAAD, Patriot, Arrow, Fronde de David et Dôme de fer. Dieu les fera apparaître. Je veux dire, ces gens croient vraiment à tout ça. Donc vous voyez, je ne sais pas quoi vous dire quant à savoir si cela arrivera ou non. Certainement. Bon, je vais m'arrêter là. En réalité, je n'ai aucun doute que Netanyahou veut la guerre le plus rapidement possible. Mais après tout, cela dépend de nombreux facteurs à l'intérieur d'Israël et aux États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de Netanyahou lui-même, car il veut désespérément la guerre, à mon avis, puisque sa position est en danger. Il le sait, et il est prêt à tout sacrifier pour conserver sa place. C'est là le danger de Netanyahou. D'accord. Et je pense que selon lui, Israël fait effectivement face à 7 ennemis. Et je pense que vous savez, on peut se moquer de lui à cause de sa carte qu'il avait, où il rayait les ennemis un par un à l'ONU. Mais, pour être juste, Israël a réussi à démanteler et à dissuader la plupart de l'axe de la résistance, à l'exception des Yéménites. N'est-ce pas? Je veux dire, soit ils les ont vaincus, détruits, soit ils sont arrivés à une impasse. Et donc, est-ce qu'il veut aller jusqu'au bout? Est-ce que, dans sa propre vision, il ressent le besoin que son héritage soit celui qui réalise vraiment cette victoire ultime pour lui-même et pour Israël? Donc je pense que tu as tout à fait raison. Et on pourrait ajouter d'autres éléments à sa situation en Israël, notamment en ce qui concerne son procès pour corruption et tout le reste. Le fait que des élections auront lieu d'ici 1 an. Bientôt, cela renforcerait le soutien en Israël pour tout accord de paix, même si, comme nous l'avons évoqué, il ne s'agira de rien de significatif. Je ne pense pas qu'il perdra le soutien de vous savez, et que son gouvernement s'effondrera. L'autre chose aussi, c'est qu'encore une fois, les Israéliens, leur objectif, c'est la Cisjordanie, n'est-ce pas? Donc ils ont écarté le Hezbollah, ils ont écarté la Syrie, ils ont dissuadé les Irakiens, ils ont plus ou moins dissuadé les Iraniens. Les Yéménites font ce qu'ils peuvent, Dieu les bénisse. Vous savez, s'il devait y avoir un prix ce siècle, pour ceux qui sont justes, ce seraient les Yéménites, qui défendent la Palestine comme ils l'ont fait. Mais au final, quel est l'impact réel? Est-ce qu'il ressent le besoin, est-ce qu'Israël ressent le besoin de poursuivre une guerre contre l'Iran, surtout s'il pense pouvoir amener les Américains à faire l'essentiel du travail, la plupart des combats, la majorité des bombardements? Est-ce qu'ils estiment devoir faire cela pour rendre les conditions d'annexion de la Cisjordanie plus favorables? Ainsi, on observe ces opérations de préparation du terrain. C'est vraiment ce que je vois dans tout ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient. Liban, Syrie, Iran, pour préparer l'espace en vue de prendre la Cisjordanie, Gaza étant incluse dans ce projet. Vous savez, c'est incroyable que l'on puisse considérer le génocide et le nettoyage ethnique comme une opération de façonnement, n'est-ce pas, en vue de quelque chose comme l'annexion de la Cisjordanie. Mais la Cisjordanie a toujours été leur objectif. Alors, une guerre contre l'Iran ferait-elle en sorte que le soutien à la résistance palestinienne en Cisjordanie serait considérablement réduit? Que ce soit parce qu'il ne pourrait plus être soutenu par d'autres nations, en particulier l'Iran, ou parce qu'il y aurait une telle distraction avec les États-Unis bombardant Téhéran, n'est-ce pas, que plus personne ne prêterait attention
au fait qu'ils viennent de raser des quartiers entiers à Tulkarem en Cisjordanie, n'est-ce pas? Donc, est-ce que cela a du sens? Mais vous savez, nous voilà encore à parler de ce qui a du sens, de ce qui est raisonnable, de ce qui est logique, alors que nous avons affaire à des maniaques génocidaires. Donc, je ne sais pas. Matt, nous avons parlé de la situation en Ukraine avant d'entrer en direct. Et tu as mentionné les missiles Tomahawk dont J.D. Vance parle, l'envoi de missiles Tomahawk. Et nous les envoyons en Europe. Nous ne les envoyons pas en Ukraine. Mais après tout, ils finiront par arriver en Ukraine et ils vont tirer ces missiles sur la Russie. Quand on regarde la portée de ces missiles Tomahawk, 1000 miles, soit 1600 kilomètres, c'est considérable. S'ils les utilisent, ils sont capables de transporter des ogives nucléaires, ce qui les rend plus dangereux en termes d'escalade entre l'Occident et la Russie. Avant de parler des détails de ce qui se passe en Ukraine, penses-tu que les États-Unis, au final, décideraient de les envoyer en Europe? Je pense que cette administration, eh bien, nous verrons ce qui se passera. Pour être juste envers Vance, le vice-président, il a dit que c'était la décision du président. Et je pense que certains reportages ont été un peu agressifs, en affirmant que Vance avait dit qu'il était d'accord avec cela, parce qu'il l'est. Mais le fait qu'il ait manifestement changé de position à ce sujet, Vance, et qu'il était censé être l'un des plus raisonnables, ou, vous savez, il faisait partie des rares à être arrivé dans cette administration sans être aussi belliciste sur la guerre que disons Mike Waltz ou Rubio ou encore Hegseth. Les raisons pour lesquelles il soutient cela maintenant, lorsqu'on lui a posé la question dans cette interview sur Fox News, les raisons pour lesquelles il soutenait la livraison des Tomahawks étaient vraiment assez répugnantes. Encore une fois, des nihilistes qui font de la posture, comme je l'ai déjà dit. Vous savez, il a dit, eh bien, avant, j'étais opposé à leur donner quand c'était nous qui payions. Mais maintenant que ce sont les Européens qui vont payer, alors bien sûr on peut leur donner. Franchement, cela n'a aucun sens. Il n'y a aucun principe. Il n'y a aucune valeur. Et il n'y a certainement aucune réflexion stratégique derrière cela. Pourquoi? Parce qu'au fond, qu'importe qui paye, si au final, cela va frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg ou autre. Vous savez, l'une des choses que la plupart des gens comprennent probablement, mais au cas où vous ne le sauriez pas, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les Tomahawk et d'autres missiles de ce type sont si dangereux, c'est parce qu'ils peuvent, comme l'a dit Nima, transporter une ogive nucléaire. Et il n'y a rien pour indiquer à l'ennemi, à la partie qui reçoit ces Tomahawks, s'il s'agit d'une ogive conventionnelle ou d'une ogive nucléaire. Il n'y a pas de panneau, pas de lumière clignotante, il n'y a pas de signature radar particulière. Si vous êtes de l'autre côté, vous ne savez pas si ce qui est lancé contre vous est une arme conventionnelle ou nucléaire. Vous savez, ces armes que nous distribuons de plus en plus, l'Australie et le Japon disposent désormais de missiles Tomahawk, bien sûr, à utiliser contre la Chine. Je ne suis pas si certain de la capacité des Tomahawk. Ce sont certes des systèmes plus anciens qui ont bien sûr été modernisés, mais ce sont des missiles de croisière subsoniques. Ils peuvent voler assez près du sol et sont très maniables. Ils peuvent se déplacer dans tous les sens pour éviter les radars ou autres dispositifs. Mais comparé à certains des systèmes que nous avons vus déployer, que ce soit par les Israéliens, les Iraniens ou les Russes, je ne devrais pas dire les Ukrainiens, je ne pense pas que nous ayons vraiment vu quelque chose de particulier de leur part, même s'ils ont prouvé leurs compétences à bien des égards. Je ne veux rien enlever aux Ukrainiens concernant leur capacité à fabriquer des choses. On voit l'effet qu'ils ont actuellement sur le système pétrolier russe avec leurs attaques de drones répétées.
Vous savez, mais en ce qui concerne la technologie avancée, je ne sais pas à quel point les Russes craignent les Tomahawks. Mais le fait est qu'il existe une capacité que les Ukrainiens n'ont pas. Ce serait une escalade très agressive du conflit. Cela place les Russes dans une position très difficile où ils doivent déterminer quoi faire et comment réagir. Cela se produit dans un contexte où des personnes comme le chef de l'Allemagne, Friedrich Merz, disent « Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais nous ne sommes pas non plus en paix, n'est-ce pas ?» Donc, vous avez cet environnement dans lequel ces armes sont désormais introduites, et cela donne aussi raison aux Russes. Vous voyez, beaucoup de choses reviennent finalement à la sécurité nationale russe. Vous savez, que vous aimiez ou non les Russes, Vladimir Poutine, peu importe. Il faut reconnaître qu'un pays encerclé a le droit d'avoir peur. Et puis bien sûr, s'ils sont bloqués ou s'ils voient l'encerclement se resserrer encore plus autour d'eux, ils pourraient effectivement réagir. Et beaucoup de choses, vous savez, on pourrait les pointer du doigt et dire « Qu'en est-il des bases de missiles américaines en Roumanie et en Pologne qui peuvent lancer ce type de missiles ?» Les nouveaux systèmes américains Typhoon de missiles Tomahawk lancés depuis le sol, que je suppose être ceux qu'ils donneraient. Vous savez, il s'agit normalement des Tomahawk dont nous avions dit, il y a un an ou deux, que nous commencerions à les déployer en Allemagne en 2026, 2027 ou 2028, à peu près dans cette période, non? Alors, vous savez, je veux dire, qu'est-ce que cela change concrètement pour donner aux Russes une raison de faire autre chose que de poursuivre leurs efforts militaires? On peut avancer l'argument que nous faisons simplement preuve de fermeté envers eux, que nous leur tordons encore plus le bras pour essayer de les forcer à trouver un accord. Mais cela ne fonctionnera pas. Et quiconque pense que cela va marcher n'a tout simplement pas étudié cette question. Vous n'avez pas étudié les Russes. Vous n'avez même pas prêté attention ne serait-ce que ces 3 dernières années et demie. Donc au final, comme toujours, j'ai l'impression de conclure tous mes monologues ainsi. C'est une situation très dangereuse. Parce que c'est le cas. On franchit encore une nouvelle ligne rouge. Et ce n'est pas parce que les Russes n'ont pas agi comme on voudrait qu'ils agissent lorsqu'une ligne rouge est franchie qu'ils ne le feront pas à un moment donné. Et on a vu, il faut le souligner, cette fabrication d'hystérie autour de ce qui semble être des événements montés de toutes pièces pour tenter de justifier une nouvelle intervention de l'OTAN contre la Russie. N'est-ce pas? Je veux dire ce qui pourrait être des opérations sous faux drapeau, mais certainement des incidents accidentels qui ont été présentés comme du sabotage russe. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a beaucoup parlé des Russes qui coupaient les câbles sous-marins dans la Baltique, et les enquêtes menées par les pays scandinaves ont toutes conclu qu'il s'agissait d'accidents. Mais cela n'a pas empêché CNN, le New York Times et la presse européenne de s'emballer en affirmant que les Russes menaient toute cette guerre hybride. Et maintenant, nous avons ces drones qui ont été lancés en Pologne. On a affirmé que 3 chasseurs russes qui se déplaçaient d'une base à Kaliningrad avaient violé l'espace aérien estonien. À ma connaissance, ils n'ont présenté aucune trace radar ou quoi que ce soit pour prouver que cela s'est produit. Il y a eu cette histoire à propos de l'avion d'Ursula von der Leyen qui aurait été brouillé et aurait dû tourner pendant des heures dans les airs. Ce que l'on sait maintenant être complètement faux. Ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont arrêté un autre type, probablement encore un bouc émissaire, pour avoir fait exploser le Nord Stream. Vous voyez, je veux dire. Donc vous avez tout ça. Ce sont les Russes, et c'est ce que vous faites. Et vous savez, quel est l'intérêt de vraiment engager un effort diplomatique sérieux avec ces gens-là? Et maintenant, ils vous menacent avec des Tomahawks. Si vous êtes à leur place,
pourquoi continuer à participer à des efforts diplomatiques? Parce que ces gens sont insincères. Ce sont des menteurs, des fabulistes et des rêveurs. Ce sont les fous et les imbéciles dont nous avons parlé plus tôt. Vous savez, nous avons évoqué, c'est une classe que, vous savez, les Russes doivent regarder ces politiciens européens de la même manière que nous en avons parlé plus tôt, comme des personnes incroyablement impopulaires, à la tête de pays en déclin et qui empirent rapidement d'année en année, et qui voient dans une guerre étrangère, comme cela a été utilisé tout au long de l'histoire humaine, un moyen de renforcer le soutien intérieur. Les Russes comprennent tout cela. Alors, quel intérêt ont-ils à revenir à la table des négociations? Parce que je sais que cela a été une critique des Américains ces dernières semaines. Les Russes n'ont pas accepté de négociations bilatérales. Nous avons eu cette rencontre à Anchorage, nous pensions avancer, et ils sont introuvables. Et d'accord, je peux comprendre cette frustration. Mais enfin, regardez-vous dans le miroir. Que leur offrez-vous pour leur permettre de dire « D'accord, c'est une manière intelligente d'avancer », plutôt que « Eh bien, nous allons simplement continuer à nous battre sur le terrain. Nous poursuivrons notre politique d'épuisement de l'armée ukrainienne. » Les Russes perçoivent la guerre différemment de nous. Ils considèrent la perte de personnel d'une manière différente de la nôtre. C'est ainsi. Ce sont des gens différents, dans le sens où ce sont des personnes dures, qui ont des objectifs et des buts qu'ils estiment ancrés dans leur sécurité nationale, leur véritable sécurité nationale. Ils estiment donc que la meilleure chose à faire est de continuer à s'acharner sur le terrain plutôt que de participer à une mascarade avec les diplomates occidentaux qui, au final, n'aboutira à rien. Et si cela devait aboutir à quelque chose, ce serait finalement trahi, comme cela l'a été à de nombreuses reprises. Minsk II étant bien sûr l'exemple le plus flagrant. Je pense que tu as parfaitement résumé ce qui se passe dans l'esprit des Russes. Et Matt, pour conclure cette session, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, il ne semble pas que nous pensions que l'administration Trump aurait une telle influence sur l'Europe, mais il semble que l'establishment traditionnel aux États-Unis est tout simplement tout dominé. Et en regardant Ursula von der Leyen, il me semble que c'est sous l'administration Biden de conflit en Ukraine. Restets des Siege. Nous vivons une période troublée. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine se poursuit. Nous voyons que la Russie met à l'épreuve notre détermination. Ce sont donc des moments où il est absolument essentiel que nous ayons un sentiment commun d'urgence et d'unité pour relever ces défis. Le Conseil européen informel à Copenhague arrive donc à point nommé. Nous allons discuter de deux sujets, la défense et l'Ukraine. Sur la défense, ma commission a préparé un document d'orientation pour discuter de la direction à prendre, mais aussi, par exemple, de projets phares comme le mur de drones. Et s'agissant de l'Ukraine, si nous sommes tous d'accord pour dire que l'Ukraine est notre première ligne de défense, nous devons renforcer notre soutien militaire à l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle, oui, l'Ukraine est la ligne de front pour l'Europe. Pour être honnête, je ne pense pas que la Russie le voit ainsi. La Russie ne considère pas l'Ukraine comme étant aussi liée à l'Europe. Elle voit l'Ukraine comme son voisin, comme son principal voisin, en termes de sécurité pour la Russie. C'est une vision totalement différente de celle que nous entendons de la part des Européens. Eh bien, je pense aussi que la Russie s'inscrit désormais dans une situation mondiale bien plus large. Bien sûr, à cause des sanctions qui lui ont été imposées, elle s'est tournée vers l'Est et le Sud, et elle y a rencontré un grand succès. Elle a retrouvé des pays avec lesquels elle commerçait déjà auparavant,
Et ces échanges ont connu une croissance incroyable au cours des dernières années. Des partenaires sur lesquels elle peut compter, des partenaires en qui elle croit et qui, selon elle, tiendront parole. Et elle constate, comme vous le disiez tout à l'heure, que les nations européennes ignorent leurs propres problèmes internes et en rejettent la faute sur tout le monde, que ce soit la Russie, les migrants ou autre chose, en pensant que la solution réside dans le militarisme. Voici le chef de l'Eurobrower, avec tous les problèmes que connaît actuellement l'Union européenne. Problèmes énergétiques, problèmes de logement, problèmes migratoires, problèmes industriels. Je veux dire, la désindustrialisation de l'Europe est massive. Et le fait qu'ils devraient tous avoir honte de la façon dont ils se sont tous inclinés et soumis à Donald Trump au cours de ces 8 derniers mois, aucun d'entre eux ne lui a vraiment tenu tête. Ils lui ont accordé un accord commercial très avantageux et ils sont tous venus aux États-Unis s'asseoir devant son bureau comme des écoliers, vous savez, en tant qu'État vassaux, au lieu d'affronter ces questions et bien d'autres de front. Ils choisissent le militarisme. Ils choisissent « nous allons construire de plus grandes armées ». Nous allons construire de plus grandes usines d'armement. D'où viendra l'argent pour cela? Qui sait? Je sais que cela viendra du peuple. Soit ils vont taxer davantage leur population, soit ils vont leur retirer des avantages, soit ils vont s'endetter, ce qui aura finalement un effet énorme sur leur population. Leurs monnaies perdront de la valeur, vous savez, et tout le reste. Donc ils choisissent une voie axée sur le militarisme, qui, historiquement, est une manière absurde et désastreuse d'avancer. Et donc, les Russes regardent cela et se disent « Vous savez, nous n'avons pas besoin que l'Europe soit devant notre porte. L'Europe peut être à notre porte latérale ou à notre porte arrière. » Je veux dire, les Russes se considèrent historiquement comme des Européens, n'est-ce pas? Mais ils ont aussi, vous savez, combien de fuseaux horaires? 13? Oui, je veux dire, je pense que c'est aussi l'adoption d'une posture globale. Encore une fois, je pense que nous sommes encore, je me surprends moi-même à décrire le monde multipolaire comme un monde à venir, alors qu'il est déjà là. Je veux dire, il faut m'excuser si mon langage n'est pas encore adapté à la réalité actuelle, vous voyez. Mais oui, ils comprennent cela, et la ligne a été tracée. Bien sûr, je pense que s'ils pouvaient renouer une relation avec l'Europe, où ils retrouveraient une forme d'échange commercial mutuellement bénéfique, pourquoi pas? Mais on a vu ça. Mais d'où cela va-t-il venir alors? Parce que le gaz qui passait autrefois par le gazoduc Nord Stream, avant que les États-Unis et les Ukrainiens ne le fassent sauter, va maintenant aller en Chine, non? Il va passer par le gazoduc Force de Sibérie, n'est-ce pas? Ce gigantesque, immense, le plus grand gazoduc de l'histoire du monde, vers la plus grande économie mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis bien sûr, les Indiens, avec quoi? La 4e plus grande économie du monde. C'est un autre partenaire pour eux. Les Turcs ont certes eu leurs problèmes économiques, mais c'est aussi un pays assez grand et important, avec une histoire à laquelle ils tiennent, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout cela étant dit, regardez les Russes. On peut les imaginer en train de regarder von der Leyen parler ainsi et de se dire à quel point ces Européens sont suicidaires. Ils choisissent volontairement d'avancer dans des voies belliqueuses et militaristes qui finiront par être désastreuses pour les Européens. Et ils misent tout en ce moment sur Donald Trump et les États-Unis, qui seront leur soutien, leur garant d'une manière ou d'une autre. On a vu une économie britannique qui est tout simplement catastrophique. Je n'arrive même pas à trouver un mot adéquat pour la décrire. Vous savez, avec un Premier ministre qui, encore une fois, est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire britannique. Je veux dire, je n'arrête pas d'y penser toute la journée. Je vais devoir aller sur Google plus tard pour vérifier qui d'autre figure sur cette liste,
Vous voyez? Mais vous savez, on vient de signer un accord de 400 milliards de dollars pour investir en Grande-Bretagne. Les entreprises américaines vont venir et elles vont prendre leur part du gâteau aux Britanniques. Les entreprises américaines vont finir tirer plus de bénéfices de cet accord que les Britanniques eux-mêmes. Mais les Britanniques, ils n'ont rien. Ils n'ont pas. Je veux dire, là où les Européens auraient pu aller il y a 30 ans, au lieu de nager sous les Américains comme les petits poissons sous le requin, mangeant les restes qui tombent de sa bouche, ils ont suivi les Américains en Irak. Et l'Afghanistan, ils ont suivi le mouvement, vous savez. Et je pense que cela tient beaucoup non seulement aux Américains, mais aussi à cette absurdité anti-russe des 25 dernières années. Plutôt que de dire, vous savez quoi, c'est un nouvel ordre mondial, nous n'avons pas à être les vassaux de cet empire solitaire. Avec l'explosion technologique qui avait lieu, l'Europe aurait pu devenir un pôle d'innovation, un pôle d'éducation. Je veux dire, évidemment, quand on regarde en arrière, on se demande comment les Européens peuvent se retrouver dans cette situation autrement que par leur propre faute. Et je pense que c'est ainsi que les Russes le voient. Alors, pourquoi, si vous êtes les Russes, voudriez-vous renouer une relation avec les Européens alors que vous avez d'autres partenaires qui sont fiables, qui montent en puissance et qui, franchement, ne sont tout simplement pas des menteurs? Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Merci, Nima. Je vous en suis reconnaissant.